Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'énorme plaisir d'être accueilli ici à l'Institut franco-britannique avec mon ami le professeur Jean-Jacques Mourad. Merci Jean-Jacques de m'accueillir. Bonsoir Walid, merci d'être venu. Alors, je voulais, Jean-Jacques, discuter avec toi aujourd'hui. Il y a eu ces recommandations ESH, d'ailleurs tu as eu la gentillesse de nous animer un webinaire et de nous écrire un très bel article dans CardioH. Parler de ces recommandations et de quelques points clés qui me titillent. Le premier élément, c'est peux-tu redire en pratique aux médecins en général comment on débute un traitement? Est-ce que vraiment c'est les combinaisons fixes en première intention et comment tu fais en pratique? Alors c'est vrai que ces recommandations, il ne faut pas oublier leur ambition. Leur ambition, c'est quand même de lutter contre le non-contrôle tensionnel en général, qui est essentiellement drivé aujourd'hui par l'inertie thérapeutique des médecins. Et il faut bien se rendre compte que ce système est globalisé dans les recommandations et que c'est probablement plus vrai dans des pays où l'accès aux soins est plus difficile et surtout les visites de suivi sont plus difficiles qu'en France. Néanmoins, l'idée générale est de se rappeler qu'un hypertendu va rarement se suffire d'une monothérapie. Fort de ce constat, on peut se dire mais pourquoi à ce moment-là commencer par une monothérapie et donc faire face à un risque d'échec important qui va altérer la confiance nécessaire au début de cette histoire de longue durée qui est l'histoire d'un hypertendu et de son patient. Et donc la proposition a été faite chez les patients dont on est sûr du niveau tensionnel, qui ne sont pas dans des situations de fragilité, qui ne sont pas porteurs d'une hypertension légère, de débuter par une bithérapie d'emblée. Et c'est aujourd'hui un courant de pensée solide et qui a une pertinence à la fois clinique sur l'efficacité et puis des données de morbimortalité intéressantes, démontrant que le contrôle tensionnel rapide obtenu dès la première année grâce à des bithérapies d'emblée est associé quand même à une diminution de certains outcomes. Il y a des bémols. Il y a effectivement la population âgée fragile, il n'y a aucun intérêt à aller d'emblée vers une bithérapie. Des sujets chez qui on a une déviance en règle d'hygiène diététique qui peut se corriger rapidement, le modèle étant en France l'alcoolique excessif. Et puis il y a aussi un principe de réalité. Si on est en situation de revoir un patient à un mois, ce qui est aujourd'hui les recommandations après toute titration, eh ben, rien ne vous interdit de commencer par une monothérapie à condition de mettre le patient en situation de se préparer à un échec relatif, un non-contrôle avec le premier traitement, et de titrer et de passer à une bithérapie dès le premier mois. Et en cela, on sera en phase avec les recommandations européennes et en accord avec l'AMM qui régit nos prescriptions en France, puisqu'on n'a pas des bithérapies pleine posologie en AMM de première intention en France. Oui, donc c'est clair que la majorité des patients vont l'avoir, l'observance est meilleure. L'adhésion est meilleure et surtout au-delà de l'adhésion en single pill, parce qu'il ne faut pas faire une bithérapie avec 3 cachets. C'est dans mon expérience l'idée qu'on va avoir plus de chances de réussir d'emblée et de résoudre le problème d'emblée. Et il faut bien se rappeler que ce n'est pas une maladie qui va durer un mois, c'est une maladie qui part pour des années. Et si vous tâtonnez trop longtemps, votre malade va se dire eh ben, pourquoi mon voisin de palier, il a eu un autre médicament et ça a marché d'emblée, et pourquoi moi je suis obligé de tâtonner 4 fois avec des effets secondaires, etc. C'est un principe de réalité, c'est vrai que les bithérapies favorisent la relation médecin-malade. Et quel est le pourcentage qu'on peut dire qui sont de patients contrôlés par une bithérapie, par une monothérapie, par une trithérapie? Ben, on le sait aujourd'hui de manière assez claire, 25% des patients vont être contrôlés par une monothérapie, 50% des patients vont être contrôlés par une bithérapie. C'est d'ailleurs l'état actuel de la population française, puisqu'elle reçoit 1,9 comprimés, en tout cas 1,9 molécules par jour, avec un contrôle en population à 50%. Et on dit classiquement que de là de 2,5 en moyenne à 3 molécules, on approche les 70% qui devraient être notre Graal de contrôle tensionnel. Alors tu nous as bien expliqué ça, mais maintenant un sujet qui est peut-être un sujet à discussion, c'est quelle doit être notre cible thérapeutique? Alors aujourd'hui, je trouve que les dernières recos ont été plutôt clarifiantes. Rappelez que ce qui va nous résister le plus, c'est la systolique. Que la diastolique va être rapidement normalisée par tous ces médicaments qui ont été développés pour contrôler la diastolique, puisque c'était l'histoire de la maladie hypertensive telle qu'elle a été pensée dans les années 60. Et qu'aujourd'hui, la diastolique est rarement un problème de façon isolée. Alors, il y a une discussion sur le inférieur à 90, inférieur à 80, dans lequel il n'est pas utile de rentrer.
Insistons pour dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez en gros à cibler un 130 mm de mercure avec un intervalle qui va de 120 à 140, on est déjà beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Après, on peut finasser dans certaines sous-spécialités. Il y a un débat aujourd'hui dans le milieu très néphrologique pour aller chez certains patients ambitionner des valeurs en dessous de 120 mm de mercure de systolique. C'est un objectif qui a été clairement dit comme tel dans les recommandations KDIGO 2021, qui sont aujourd'hui contredites par les recommandations de l'ESH, qui mettent en rouge des objectifs en dessous de 120-70, c'est-à-dire il ne faut pas aller en dessous de 120 mm de mercure. Je vous rappelle que ces recommandations sont co-signées par l'ERA, qui est l'Association européenne de protection de néphrologie. Et donc, il y a un débat. Moi, je pense qu'il y a manière de réconcilier tout le monde au sein de ce débat. C'est vrai que des sujets très jeunes qui ont certaines glomérulopathies peuvent supporter des seuils inférieurs à 120 mm de mercure sans problème. Le gros contingent des patients extrêmement fragiles qu'on connaît en milieu cardiologique, c'est les malades vasculaires qui vont avoir une systolique qui résiste et des diastoliques déjà très basses. On aura le plus grand mal à normaliser leur systolique déjà à 140, alors descendre en dessous de 120, on aura beaucoup de mal, avec au prix d'une baisse de la diastolique dont on sait le risque coronaire, avec cette fameuse courbe en J qui est très flagrante chez ces patients vasculaires, avec un surrisque dans les seuils de diastolique en dessous de 70 mm de mercure. Les patients me demandent toujours qu'est-ce qui est plus dangereux. Est-ce que c'est la pression artérielle systolique élevée ou la pression diastolique élevée? Ça dépend de l'âge. Aujourd'hui, les deux sont des facteurs de risque traditionnellement impactants. La diastolique est plutôt l'apanage du sujet en dessous de 50 ans, et dès l'âge de 50 ans, on est plutôt sur une systolique péjorative. Et puis quand on va dans le très grand âge, on est sur des indices qui sont très différents, des indices de rigidité artérielle qui l'emportent, des indices d'hypotension, comme on a vu chez les sujets institutionnalisés où c'est plus la systolique ni la diastolique qui détermine quoi que ce soit, mais des valeurs très basses ou l'existence d'une hypotension qui vont l'emporter en termes de pronostic. Alors, on arrive à la fin, mais tu as animé des milliers de conférences dans le monde. Quel est le message pratique finalement? Tu as l'impression qu'il ne passe pas assez, que tu voudrais qu'on passe finalement, que ce soit à des médecins généralistes ou à des cardiologues? Aujourd'hui, me semble-t-il, on apprend mal l'hypertension et en tout cas, on a beaucoup de mal à trouver un sens. Il faut donner un sens au traitement. C'est des médicaments, si j'avais à les résumer, je les résume souvent comme ça à mes patients, je leur dis c'est des médicaments anti-âge. Et c'est des vrais médicaments anti-âge, parce que des médicaments anti-âge ou des produits anti-âge, on en voit partout. Je leur dis, parfois vous achetez des crèmes anti-âge que vous payez une fortune et qui ont un effet non démontré. Si vous voulez des médicaments qui vous permettent d'éviter le vieillissement de votre organisme, et en particulier de vos vaisseaux, et de permettre de vieillir en bonne santé, j'allais dire grandir en bonne santé, prenez ces traitements de prévention qui sont globalement les traitements antihypertenseurs et les traitements hypolipémiants. Et ça donne un sens à la prise médicamenteuse. C'est quand même compliqué de prendre un médicament tous les jours quand on ressent rien et que finalement ce qu'on peut voir, c'est les effets secondaires et éventuellement les effets indésirables. Je trouve qu'aujourd'hui, on est devenu parfois trop sophistiqué dans la prise en charge de cette maladie, qui permet d'approcher vraiment la relation du médecin de famille et de parler finalement de prévention plus simplement. Et donner un sens à la prise médicamenteuse est à mon avis la clé qui manque parfois aux médecins aujourd'hui. Énorme gratitude de m'avoir accueilli aujourd'hui avec toi. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.